Alors, troisième vidéo sur la correction des exercices sur les fluides. Nous allons attaquer les deux derniers exercices qui sont relativement difficiles, voire très difficiles. Donc, alors, il s'agit du 28, page 208. C'est une histoire de forage de puits de pétrole. Alors, en fait, ce qui est difficile, c'est de comprendre le contexte physique qu'il y a derrière cet exercice. Et pour ça, il faut faire impérativement un schéma. Bon. Alors, un forage est effectué à 2000 mètres de profondeur. Vous allez voir que cette histoire de 2000 mètres, en fait, ne sert pas, de 2000 mètres, ce qui peut être un peu désarçonnant. Le puits de forage est cylindrique, de diamètre grand D. Donc, un cylindre, on y reviendra. Au fond du puits, la tête de forage atteint une poche de pétrole dont la pression du pétrole est à une certaine pression. Voilà, alors, de suite, un petit schéma explicatif. Alors, peut-être d'abord continuer l'exercice en fait. Pour que le pétrole ne s'écoule pas, de la boue que l'on considérera modélisable par un fluide, sous-entendu incompressible, est injectée dans le puits de forage. C'est-à-dire que là, vous avez le puits de forage et qu'on introduit une certaine hauteur de boue grand H. Donc, il est considéré comme un fluide incompressible. Là. Voilà, mais on ne sait pas, la hauteur de boue qu'on introduit ne correspond pas forcément à 2000 mètres. À 2000 mètres. D'accord ? Le puits, il a une certaine profondeur qui est sûrement plus grande. Et là-dedans, on injecte de la boue et la boue ne va pas occuper toute la profondeur du puits. Alors déjà, première grosse difficulté. Voilà. Donc, boue, on la considère comme un fluide incompressible. Alors, je ne sais pas si vous voyez pourquoi, parce qu'on va appliquer en fait la loi fondamentale de la statique des fluides incompressibles. Voilà. Donc, en fait, la hauteur de boue, donc j'ai assuré, donc là, ce qui représente à la boue. Ça représente une certaine hauteur H et on va considérer deux points particuliers dans cette boue, dans le fluide, dans la boue, le point B, le point A ici. Alors le point A, vu qu'on n'a pas mis de l'eau jusqu'en, enfin, vu qu'on a mis de la boue jusqu'au point A, au-dessus il y a de l'air. Donc le point A est en contact de l'air. Donc ça c'est important de le noter. On va prendre comme référence des coordonnées verticales ce point A. Bon, ça ne change rien au problème, on aurait pu prendre une autre origine. On aurait obtenu le même résultat. Voilà, donc ce qui est difficile, en fait, c'est arriver à faire un schéma et traduire ça en éléments compréhensibles, traduire le contexte physique de l'exercice en langage mathématique, en équation. Et pas seulement balancer une formule telle qu'elle. Voilà, comprendre où est-ce qu'il faut prendre les deux points dans le fluide. Le point tout en haut et tout en bas. Le point B qui va se situer au contact du pétrole. Voilà, la poche de pétrole, elle est là. La pression du pétrole est connue, c'est PF, qui a une certaine valeur qui nous est donnée. Voilà. Et dans l'exercice, on nous dit que, et ça c'est assez évident, il est nécessaire que la pression de cette boue au fond de puits soit égale à la pression du pétrole dans la poche pour éviter que le pétrole s'en aille. En fait, ce qu'on veut faire, c'est injecter suffisamment de boue pour que la pression de la boue, donc la colonne de boue, là, pour que il y ait une certaine pression au point B, qu'elle soit suffisante pour que le pétrole ne s'en aille pas. On veut garder la poche de pétrole ici. Donc pour ça, il faut que la pression de la boue au point B, soit alors égale, en fait, c'est supérieur ou égal à la pression du pétrole. Voilà, PF. Voilà, supérieur ou égal, mais si vous êtes contenté d'un égal, c'est clair, c'est suffisant, c'est ce qu'on vous demandait de faire. Alors attention en termes de signes là. La hauteur de boue, c'est positif, c'est une hauteur. Par contre, la coordonnée du point B, la coordonnée verticale du point B, vu qu'on a pris la référence des altitudes ici, ça c'est la référence, pardon, pas des altitudes. J'ai pu utiliser déjà ce terme-là dans d'autres vidéos. Il faudrait dire à chaque fois l'origine de la coordonnée verticale orientée vers le haut. Voilà. Donc l'origine est ici, ce qui fait que la coordonnée du point B, c'est moins H, donc négative. Voilà, ZB c'est moins H, donc négative.
C'est normal puisque c'est en dessous de la référence des altitudes 0, donc négatif, la coordonnée. La coordonnée peut être négative. Alors, si on résume, le contexte de l'exercice qui était assez difficile. Voilà. Pour que le pétrole ne s'évacue pas par l'appui de forage, on va le garder pour après le récupérer. Donc, si on n'injecte pas la boue, le pétrole il s'en va de suite, on ne l'a pas récupéré. Il va jaillir. Voilà, ce qu'on veut, c'est le faire remonter dans un deuxième temps. Donc, dans un premier temps, on va injecter de la boue, suffisamment de boue pour que la pression de la boue empêche le pétrole de s'en aller par le haut, de jaillir. Voilà, donc il faut que la pression de la boue au point B, alors la pression de la boue au point B va être supérieure à celle du point A, puisque vous avez toute la colonne de boue qui va faire pression. Donc, voilà. Et la condition, c'est que la pression de la boue au point B soit supérieure ou égale à la pression du pétrole, c'est-à-dire PF. Donc, on applique la loi fondamentale de la statique des fluides à la boue qu'on considère comme un fluide incompressible, on nous le dit bien dans l'énoncé, entre le point A et entre le point B. On applique toujours la loi fondamentale de la statique des fluides au même fluide entre deux points de ce fluide, entre A et B, les deux extrémités ici, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que A est au contact de l'air, donc la pression du point A, ça sera la pression atmosphérique. Et la pression du point B va, alors si on considère l'égalité stricte, ça va être au minimum égal à la pression du pétrole. Voilà, bon, alors si on reprend calmement. Entre A et B, on sait que la loi fondamentale statique des fluides, c'est que la pression plus ρ fois G fois Z est constant entre le point A et le point B. J'applique ça entre A et B. PA plus ρ fois G fois ZA est égal à la même chose au point B, avec la masse volumique de la boue. C'est le fluide, c'est la boue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit que ZA est nul. C'est justement ZA est nul, donc tout ce terme-là est nul. On a choisi l'origine ici. Si on avait choisi l'origine au point B, on aurait abouti à la même conclusion. ZB. Et ZB, on va le remplacer par moins H. Voilà, donc il y a un moins ici qui apparaît, qui passe devant. Le moins, on le fait toujours passer devant. Alors, on ne le laisse pas entre parenthèses ici. Donc PA plus 0 égale PB moins ρ fois G fois H. On isole PB. Voilà, en tenant compte du fait que la pression point A, c'est la pression atmosphérique. On obtient ça. Voilà, donc ça, c'est la pression de la boue au point B. Elle est égale à la pression atmosphérique plus ρ fois G, ρ de la boue fois G, fois la hauteur de boue. Voilà, donc ce terme supplémentaire, ça correspond à la pression engendrée par la hauteur H de boue. Donc revenons à la condition, pour que le pétrole ne s'échappe pas, il faut que la pression de la boue au point B soit supérieure ou égale à la pression du pétrole. J'injecte cette relation-là ici, je remplace la pression du point B, et j'isole grand H. Voilà, je passe les pieds de manipulation qui sont assez simples, et j'obtiens que la hauteur H doit être supérieure ou égale à une certaine valeur. Ça, c'est la hauteur de boue minimale pour que le pétrole ne s'échappe pas. Je remplace par les valeurs et j'obtiens qu'il faut que la hauteur H soit supérieure ou égale à 1,1 fois 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 1,1 km de boue. Alors pour un forage de puits, c'est une valeur cohérente, ce n'est pas aberrant comme valeur. Mais si ça vous surprend un peu, si vous pensez que la valeur est très grande, mais dans ce contexte de l'exercice, c'est cohérent. Voilà, donc en fait, vous, si vous avez remplacé l'inégalité par une égalité, bon, c'est ce que vous demandez de faire en fait. Bon, une inégalité, c'est peut-être plus cohérent au niveau raisonnement physique. Voilà, au minimum, il faut que la hauteur H soit égale à ça. Dans un deuxième temps, on voulait traduire ça en volume de boue et en masse de boue. Alors, question 2, on nous disait que le diamètre du forage, le puits est cylindrique. Hein. Le puits est cylindrique, le puits de forage, donc un cylindre. Je vous rappelle, alors, un cylindre, c'est quoi? On fait un petit peu de géométrie assez simple. Hein. En fait, c'est un disque. Un disque, c'est pas un cercle, un disque. Hein. Un disque, c'est l'intérieur du cercle. Hein. Tout ça, c'est un disque. Voilà, vous prenez un disque, vous empilez une infinité de disques, les uns sur les autres, qui correspondent à une certaine hauteur, H.
Voilà, et vous avez un cylindre. Des disques empilés les uns sur les autres. Alors sans discontinuité évidemment. Ça forme un cylindre de hauteur H. Et là, le rayon du disque, c'est grand R. Le volume, il vaut mieux le connaître. Le volume, attention, on ne parle pas de surface, on parle du volume d'un cylindre. Le volume de ce cylindre, c'est... Alors, c'est pas très, très compliqué à retenir quand même. En fait, si on comprend les surfaces et les volumes, ouais, alors j'ai mal à... Ce que je voulais faire, c'est en fait, c'est je voulais tout griser, là, tout noircir le disque, en fait. Voilà. Donc, ce qui est en noir, là, ce que j'ai noirci, en fait, ça correspond à la surface du disque. C'est pi r carré. Pi r carré, la surface d'un disque. Attention, pas la circonférence, la surface. Hein. La circonférence, c'est le contour. Et la surface à l'intérieur, c'est celle du disque. Pi fois le rayon au carré. Ça devait être su. Et vous empilez ça sur une hauteur H, vous multipliez par H et vous avez le volume du cylindre. Voilà, alors là, dans l'énoncé, bon, il vous donnez la formule. Bon, pourquoi s'embêter? Il nous donne la formule. Bon, c'est vrai. Mais c'est qu'à mon avis, il faut la connaître, cette formule. La volume d'un cylindre, c'est un élément de géométrie assez simple. En fait, il vous donnait la formule avec le diamètre. Le diamètre, c'est quoi? C'est surtout le rayon, c'est le diamètre sur 2. Donc, si je remplace dans la formule précédente, que je connais par cœur, que le rayon, c'est le diamètre sur 2, et que je développe les carrés, ça fait d au carré sur 4. C'est la formule donnée dans l'exercice. On applique la formule en mettant tout en mètres pour avoir des mètres cubes. 220 mètres cubes, c'est assez important quand même. Et après, dans la question 3, on nous demandait la masse de boue correspondante. Voilà. Ça correspond à quelle masse de boue dans la question 3? Ben, vous allez voir, ça vous tient une valeur assez énorme. Donc, on est tout en unité internationale. On fait attention à la cohérence des unités. On a le volume, alors qu'il faut passer par la masse volumique. On a le volume, on nous donne la masse volumique, donc on en déduit la masse. Voilà, ça fait 42 tonnes de boue. Bon, sur une hauteur de 1,1 km. Donc, c'est assez cohérent également. Voilà, donc pour cet exercice, où la compréhension du contexte physique était le plus difficile, comment appliquer la loi de la statique des fluides, fondamentale de la statique des fluides, mais ça ne suffit pas de la connaître. Voilà, il faut comprendre comment l'appliquer. Alors, le 34, qui est l'utilisation de la loi de Mariotte pour un... Alors, je vous rappelle les conditions d'utilisation de la loi de Mariotte. Alors, le 34, on est où? On est ici. On va agrandir pour après vous puissiez le voir suffisamment. Alors, un plongeoir est équipé d'une bouteille de volume 15 litres contenant de l'air comprimé, donc un gaz. Ensuite, on considère que la loi de Mariotte est applicable à l'air. Donc, on est dans les conditions d'utilisation de la loi de Mariotte. Donc, je vous rappelle les conditions de la loi. Alors là, on nous dit qu'on peut l'appliquer, mais il faut quand même connaître les conditions. Il faut que la température du gaz soit la même, soit constante. Il faut que la quantité de matière de gaz soit constante. Il faut, alors ça s'applique pour un gaz, au repos. D'accord, le gaz dans la bouteille, on peut considérer qu'il est macroscopiquement au repos. Et que les pressions ne soient pas trop élevées. Bon, de toute façon, on nous dit ici qu'on va l'appliquer, qu'on peut l'appliquer. Donc, on l'applique. On nous dit quoi? On nous dit donc qu'au début de la plongée, la pression de l'air dans la bouteille est de 200 bars. 15 litres d'air comprimé dans la bouteille, il y a une pression de 200 bars. Voilà, vous allez voir où est la difficulté, elle arrive. Au cours de cette plongée, le plongeur consomme une quantité d'air. Alors déjà, ce qu'on nous dit là, c'est la quantité consommée, pas la quantité restante, mais la quantité consommée, dont le volume mesuré à la pression atmosphérique serait donc le temps de conjugaison est important, de 2,2 fois 10 puissance 3 litres, c'est-à-dire ce qui a été le volume d'air consommé équivaudrait, si on ramenait la pression à la pression atmosphérique, équivaudrait à ce volume-là. Alors ça, c'est pas évident, ça. Je vais revenir sur le détail de la correction. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne deux documents, donc on nous dit que Mariotte est applicable. On nous donne deux documents. Voilà, on nous dit qu'en étudiant ce document, on s'aperçoit qu'en fait, quand on rentre dans le rouge, il ne faut pas que le manomètre
indique une pression inférieure à 50 bars, sinon on rentre dans le rouge, alors, auquel cas le plongeur ne respecte pas les consignes de sécurité. Donc il faut que la pression de l'air dans la bouteille soit au minimum égale à 50 bars. 50 bars, deuxième document, c'est 50 fois 10 puissance 5 pascal. Voilà, et la question, c'est le plongeur a-t-il respecté les consignes de sécurité lors de cette plongée? C'est-à-dire, est-ce que la pression de l'air dans la bouteille est descendue en dessous de 50 bars? Donc avec toutes ces données, on devrait répondre à la question. Alors en fait, il faut appliquer 2 fois la loi de Mariotte. Au début de la plongée, c'est-à-dire au départ, voilà, simplement, et après la consommation d'air. Donc avant, au début et après la consommation d'air. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au début? Donc au début de la plongée, on applique la loi de Mariotte. Alors que dit la loi de Mariotte? Je vous rappelle, la loi de Mariotte, pour un gaz dans les conditions d'application de la loi de Mariotte, c'est que le produit pression fois volume du gaz est constant. Voilà. Si vous retenez P1V1 égale P2V2, bon, vous n'avez pas retenu la physique. La pression fois le volume, quand la température et la quantité de matière du gaz est constante, et bien le produit pression fois volume est constant. Alors bien sûr, on va l'appliquer dans deux états différents. Le premier état, état 1, au départ, la pression dans la bouteille du gaz, c'est 200 bars. Le volume du gaz, c'est le volume de la bouteille. Un gaz étant à occuper tout le volume qu'on lui propose. Il est enfermé dans une bouteille de 15 litres, et bien le volume du gaz, c'est 15 litres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans ce premier cas? En fait, on cherche à trouver quel volume occuperait le gaz dans la bouteille si la pression était de 1 bar. Pourquoi? Parce que dans un deuxième temps, après consommation, on nous donne le volume d'air consommé si la pression était de 1 bar. Donc, on est obligé de faire une équivalence pour dire quel serait le volume d'air occupé si l'air sortait de la bouteille, qu'il était à pression atmosphérique, quel volume d'air il occuperait? V2. Mais P1, loi de Mariotte, P1 fois V1 égale P2 fois V2. Voilà. Donc la pression diminue de 200 fois, donc le volume augmente 200 fois. C'est ça la loi de Mariotte. Donc voilà, donc au niveau du volume, si on fait, si vous n'avez pas bien compris cette histoire de facteur, la pression est divisée par 200, donc le volume est multiplié par 200, vous appliquez bêtement la formule P1V1 égale P2V2, vous trouvez donc 200 fois 15, donc cette valeur-là. Donc voilà, donc ça, V2, c'est le volume au départ, avant que le plongeur consomme de l'air. Quel serait le volume qu'occuperait cet air s'il était à la pression de 1 bar? Bon, maintenant, on nous dit que à une pression de 1 bar, le plongeur il a consommé 2,2 fois 10 puissance 3 litres. Consommé. Il y en a 3 fois 10 puissance 3 au départ, il en a consommé 2,2 fois 10 puissance 3. Alors ça paraît assez logique pour savoir ce qui reste, parce que ce qui est important, c'est pas ce qui est consommé, mais ce qui reste après la plongée. Ce qui reste, c'est la différence entre les deux. Donc on fait ce petit calcul, 0,8 fois 10 puissance 3, on fait la différence. Attention, si on était à une pression de 1 bar, parce que la valeur de 3 fois 10 puissance 3 a été calculée à 1 bar, voilà. Et le volume de 2,2 fois 10 puissance 3 dans l'énoncé nous est donné pour 1 bar aussi. Donc on peut retrancher ces volumes à condition d'être à la même pression. Voilà. Donc alors, P3, on va appliquer la loi de Mariotte entre l'état 3 et l'état 4. P3 fois V3 égale P4 fois V4. C'est quoi cet état 4? Eh bien, c'est la pression de l'air dans la bouteille après la consommation d'air. Au départ, elle est de 200 bars. Mais après la consommation, quelle est-elle? Alors attention, parce que là, dans l'état 4, le gaz il est dans la bouteille. Là. Ça, c'est l'état 3, c'est un état virtuel en quelque sorte, où le volume V3 de gaz, c'est le volume qu'occuperait ce gaz à une pression, si la pression était de 1 bar, mais elle n'est pas de 1 bar, cette pression, dans la bouteille. Et on la cherche, cette pression P4. Donc, dans la bouteille de gaz, le volume occupé par le gaz, c'est toujours le volume de la bouteille. P3 fois V3 égale P4 fois V4. Voilà.
Donc là, il y a le facteur multiplicatif est un peu moins évident, donc on applique la formule P4, on trouve 53 bars. Alors remarquez que là, dans ce cas bien précis, on peut garder P4 et P3 en barres, puisque l'unité des volumes se simplifie là. Donc l'unité de P4, c'est l'unité que j'ai utilisée pour P3. J'ai utilisé des barres pour P3, et donc j'ai des barres pour P4. 53 bars, c'est supérieur à 50 bars, donc le plongeur a respecté les consignes de sécurité. Bon. Pas évident du tout non plus là. Ces deux derniers exercices, bon. Si vous maîtrisez déjà tous les autres, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, c'est bien quand même de faire des exercices un petit peu plus compliqués pour anticiper déjà l'année prochaine. On va faire des choses un petit peu plus compliquées également. Voilà pour cette troisième vidéo pour la correction des exercices sur les fluides. Je m'arrête là.